Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous du décryptage sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Burundi est à la une de l'actualité sur le continent africain. Le bras droit du président Pierre Nkurunziza et patron de facto de la sécurité intérieure, le général Adolphe Nshimirimana, a été tué ce dimanche à Bujumbura dans une attaque à la roquette. Le véhicule de l'ancien chef d'état-major a été touché par 2 roquettes puis arrosé à l'arme automatique juste après cette attaque. La police burundaise a fait état de 7 arrestations. Le correspondant de l'AFP et de RFI au Burundi, notre confrère Esdras Dikumana, a été arrêté dans l'exercice de ses fonctions sur les lieux puis molesté avant d'être relâché. Un ensemble de faits qui relance les craintes d'une escalade de violence qui frappe le Burundi depuis 3 mois. Assassinat du bras droit de Nkurunziza au Burundi, à qui profite la mort du général Adolphe Nshimirimana. Ce sera notre premier débat du jour. La Centrafrique est également à la une de l'actualité. L'opération menée ce dimanche par les forces de la MINUSCA, les forces des Nations Unies, contre un ancien chef de l'ex-rébellion Seleka. Ce dimanche à Bangui s'est soldé par la mort d'un casque bleu et 8 blessés. Cet incident qui se produit à 3 mois des élections repose la question de l'insécurité dans ce pays dévoré depuis quelques années par des rivalités entre milices armées. Mort d'un casque bleu et échange de tirs en Centrafrique, un incident qui interpelle à la veille des élections d'octobre 2015. Ce sera notre deuxième débat du jour. Mais avant tout ceci, Madame, Monsieur, je vous invite à découvrir l'actualité dans ce flash d'information. Après le Bénin, le président François Hollande poursuit sa tournée africaine en Angola et au Cameroun. En Angola, de nombreux contrats commerciaux ont été signés, notamment le groupe Accor qui décroche la gestion de 50 hôtels et le groupe de BTP Eiffage, un contrat de 200 millions de dollars. Les dirigeants des pays de la communauté est-africaine tenteront une nouvelle fois de dénouer la crise politique au Burundi, une semaine après des élections boycottées par l'opposition et dont la validité est mise en doute par la communauté internationale. Ce sommet aura lieu le lundi prochain à Dar es Salaam en Tanzanie. Environ 100 personnes ont été tuées par Boko Haram dans le village de Kukawa, proche du lac Tchad, dans le nord-est du Nigeria. 50 islamistes ont ouvert le feu mercredi dernier sur des fidèles musulmans qui priaient dans des mosquées peu après la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Le bras droit du président burundais, Pierre Nkurunziza, et patron de facto de la sécurité intérieure, le général Adolphe Nshimirimana, a été tué ce dimanche à Bujumbura dans une attaque à la roquette du moins. Un assassinat qui relance les craintes d'une escalade de violence dans ce pays. Assassinat du bras droit de Nkurunziza au Burundi, à qui profite la mort du général Adolphe Nshimirimana. Voilà, c'est le premier débat que je lance après ce générique. Le débat de ce jour reçoit pour vous les 2 invités que sont Belarminus Kakovi, qui est un docteur en communication politique. Belarminus Kakovi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi le plaisir. J'ai également sur ce plateau Joël Yetonji de la rédaction de Sika TV. Joël Yetonji, bonjour. Bonjour à vous, bonjour Belarminus. Bonjour Joël. Belarminus Kakovi, ma première question s'adresse à vous. Le cœur du dispositif sécuritaire du président Nkurunziza a été frappé ce dimanche. Jusqu'ici, cette attaque n'est toujours pas revendiquée. Alors, qui voyez-vous derrière ce coup? Écoutez, déjà, je pense que je vais paraître un brin provocateur. Je ne suis pas du tout étonné par cet assassinat dans la mesure où, vous le savez, le Burundi nous a toujours habitués à ces genres de situations. Vous savez, quand vous produisez de la violence, vous ne devez pas être surpris de recevoir de la violence en retour. Certains dirigeants, notamment en Afrique, pensent que parce qu'ils sont au pouvoir, notamment des dirigeants autoritaires, ils pensent qu'ils pourraient bénéficier d'une sorte de sanctuarisation de leur protection. Et ce qui vient de se passer au Burundi nous montre clairement que ça n'est pas toujours le cas. Ensuite, il faut dire que depuis avant même l'indépendance du Burundi, on est habitué à ce genre de situation. Rappelez-vous, le Premier ministre, président de l'UPRONA à l'époque, Prince Louis Rwagasore, a été tué
Et à partir de cet instant, on a assisté à des assassinats de dirigeants politiques ou militaires dans ce pays. Donc, ce n'est que l'histoire qui se reproduit. Alors, à qui profite le crime ou qui serait derrière? Je pense que je n'aurais pas je ne peux pas blâmer tel ou tel ou accuser tel ou tel, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle. Quand on voit la précision des tirs, parce qu'il a reçu des balles, il aurait reçu une balle en plein cœur. Et ça interroge. Je ne sais pas si les opposants aujourd'hui sont autant armés, avec autant de spécificité pour pouvoir atteindre quelqu'un qui est dans un véhicule qui passait en plein cœur de Kamenge. Et deux roquettes, en plus des armes automatiques qui ont servi à arroser son véhicule. Alors, une attaque du genre en plein cœur de Bujumbura, la capitale, la ville censée être la plus protégée de ce pays actuellement. Est-ce que c'est normal? Non, ce qui me paraît étrange, c'est que ce n'est pas le numéro 2 du régime qu'on arrive à tuer aussi banalement. Exactement. Ce qui moi, m'interpelle, ce n'est pas forcément le fait que ce soit à Bujumbura. C'est le fait que ce soit dans un quartier qu'on appelle Kamenge. Et on sait bien que Kamenge, c'est le fief du général Adolphe Nshimirimana. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est né là. Il est né à Kamenge, il a grandi à Kamenge, c'est un enfant, ce qu'on appelle à Bujumbura, c'est un cocaï. C'est un apprenti chauffeur qui mettait des clients dans les bus. Et donc, il a grandi dans la rue. Il a été élevé dans la rue. Et si vous allez à Kamenge aujourd'hui, c'est le héros de ce quartier. Et donc, moi, je m'interpelle que ce soit à Kamenge qu'on vienne l'assassiner de cette façon-là. Ça veut dire que les gens ne sont pas venus d'ailleurs. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose pas clair. Je pense que les auteurs de cet assassinat sont à rechercher plutôt du côté du pouvoir politique. Joël Yetondier, est-ce votre avis? Bon, je constate d'abord, avant de donner mon avis sur ce qui pourrait se cacher derrière cette attaque, je constate que, malheureusement, les élections n'ont pas réglé les problèmes que pose la situation au Burundi. On a eu un président réélu, comme il a souhaité contre Vonzemari. On a eu une assemblée en bonne et due forme, qui est une assemblée qui est installée, mais le verre est toujours dans le fruit. Telle une eau dormante, la crise est là. Alors, pour ma part, je ne suis pas outre mesure surpris. Dire que la crise, elle est là, latente, n'importe qui pouvait tomber. Mais ce qui pourrait surprendre, c'est effectivement l'homme qui est tombé. En dehors de l'homme qui est tombé, fut-il le numéro 2 du pouvoir, ancien chef des services de renseignement, ancien bras droit, ancien chef d'état-major. Il est toujours bras droit aujourd'hui. Tout le monde dit qu'il est le numéro 2, c'est lui, le cerveau de tout ce qui se passe. Oui, et c'est l'homme qui a fait déjouer le push du général Nyombari. Et comme il a souligné, c'est à Kamenge. Kamenge, c'est vrai, c'est le fils du terroir, mais au-delà, mais c'est aussi le QG de Pierre Nkurunziza. Voilà. C'est l'un des quartiers les plus sécurisés. Il faut s'interroger. Il faut s'interroger et se demander si aujourd'hui l'opposition est si armée, lourdement armée, avec une telle précision. Comment sont-ils parvenus à déjouer, tromper la vigilance de ces hommes qui ont été postés un peu partout dans ce quartier? Et on ne comprend pas. Dans ce quartier avec des roquettes et à tirer si facilement et à la voix. Mais au-delà de cela, quand vous observez un peu les faits qui ont suivi, il y a lieu de s'interroger si ce ne sont pas ces frères d'armes qui se sont cachés derrière ce qui s'est passé. Je vais observer qu'après l'incident s'est-il produit, comme vous l'avez souligné, notre confrère Estrazine Koumanda, il est venu sur les lieux pour prendre les images, immortaliser ce qui s'est passé, essayer d'établir la véracité des faits plutôt. On lui a mis la main dessus, mais on ne l'a pas qu'arrêté, on l'a molesté. Qu'est-ce qu'on a envie de cacher? En tout cas, ce sont des interrogations. Mais au-delà, notre confrère de Congo Time rapportait dans ses écrits ce matin que l'homme avait confié à ses proches que Pierre Nkurunziza lui est redevable, y compris son retour au pays, et qu'il ne comprend pas qu'on les remercie en monnaie de singe. Aujourd'hui, simple conseiller à la présidence, qu'il mérite mieux que ça. Alors, est-ce à dire qu'à un moment donné, l'homme est devenu un élément trop gênant, un caïman de trop dans le marigot qu'il fallait abattre? Mais si c'est le cas, il faut craindre. Il faut craindre parce qu'il n'est pas le seul à avoir fait échec aux poutistes. Les autres vont craindre que ce sera leur tour demain.
alors c'est encore un autre boulevard aux violences au Burundi. Si ça vient encore du camp de Pierre Nkurunziza, alors que de l'autre côté, les opposants, ceux-là qui ont crié à corps et à cri que l'homme doit laisser le pouvoir, ça fait encore du renfort. Il faut craindre que le Burundi retombe encore dans les violences d'antan. Alors, Bellarminus Kakovi, est-ce que vous y voyez là un coup de Machiavel? Est-ce que, comme on le dit en politique, tous ceux qui vous ont aidé à conserver le pouvoir, il faut les éliminer? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, le général Nshimirimana est le seul capable d'inquiéter Nkurunziza. Alors, oui, qu'il tombe aussi banalement, est-ce que cela n'amène pas à s'interroger à qui profite réellement alors la mort de ce général? De toutes les façons, pas aux opposants. Pas aux opposants parce que je ne vois pas en quoi est-ce que cet assassinat pourrait leur profiter. Je voudrais d'abord revenir sur ce que disait Joël. Il n'est pas devenu, le général Adolphe Nshimirimana n'est pas devenu simple conseiller aujourd'hui. Il est devenu simple conseiller depuis fin 2014. Et donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'aujourd'hui il pourrait en faire la revendication. Oui, malgré ça, il a quand même soutenu. Pendant des années. Voilà, mais malgré ça, il a quand même déjoué. C'est qu'on a senti en lui. Oui, justement, c'est parce que... Il n'était plus le fidèle. L'homme pense qu'on lui est redevable et c'est à justice. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul proche de Nkurunziza qu'on a essayé de déchoir de leur poste. Oui, mais il y a également le général Alain Guillaume Bouilloni, l'ancien vice-président qui a fui le pays. Ceux qui ne veulent pas fuir, peut-être on peut les aider à partir. Oui, en fait, ce qui se passe, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Je vais tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Déjà, il y a quelques semaines, le général Adolphe disait, comme on l'appelle à Boujoum, disait à des gens qui ont envie de l'écouter qu'il faudrait lui passer sur son corps pour renoncer à une nouvelle présidence de Nkurunziza. C'est ce qu'il déclarait. Avant les élections. Avant les élections. Bon, je pense que sa prophétie semble réalisée. Là, on a commencé par lui passer sur le corps. Non, je pense que ce qui se passe, ça ne peut profiter qu'au régime en place. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il était devenu gênant pour le pouvoir en place. Gênant parce que, n'oubliez pas que son nom est cité dans pas mal d'assassinats. Human Rights Watch disait tout récemment que... Dans son dernier rapport, il y a eu beaucoup d'exactions, beaucoup de violations de droits humains. Qu'il serait redoutable dans la traque de ses opposants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que partout où il y a assassinat au Burundi, il y a toujours son nom qui apparaît. Rappelons-nous tout simplement l'assassinat des 3 religieuses italiennes le 7 septembre de 2014. Son nom est également cité là. Et justement, c'était à Kamenge cet assassinat. Son nom est également cité. Donc, à un moment donné, le président Nkurunziza, acculé par la communauté internationale, est obligé de faire des concessions, je mets ça bien entre guillemets, de faire des concessions. Et peut-être pour lui, la meilleure façon de faire cette concession-là, c'est de l'isoler. Visiblement. C'est de l'anéantir et de montrer que, voilà, c'est lui que vous épinglez, pas moi directement. Aujourd'hui, il n'est plus là. Alors, je dispose d'une nouvelle virginité. Vous pourriez composer avec moi. Oui, mais est-ce que, sous un autre angle, cet assassinat ne va pas exacerber les violences sur le terrain parce que cela peut être interprété autrement. Cela peut être utilisé pour renforcer les mesures de répression, pour renforcer les affrontements ou les violences contre les opposants. Mais non, les opposants n'ont rien à voir dans cette histoire. Oui, mais on peut dire entre eux, donc il y aura quoi? Le coup vient de cette opposition aujourd'hui à l'extérieur et qui se dit prête à enlever, à faire partie de Nkurunziza par tous les moyens. Oui, exactement. Certainement, c'est ce qu'ils vont tenter d'expliquer. Mais au fond d'eux, ils savent que ce n'est pas les opposants. Et donc quoi? Il y aura plutôt une guerre intestine. Donc au sein du CNDD-FDD. Et donc, ils vont se livrer la guerre. Parce que n'oubliez pas qu'il n'y a jamais eu parfaite entente entre le général Adolphe Nshimirimana et les généraux de l'armée même. Parce que lui, c'était un rebelle, n'oublions pas. Il a été converti. Voilà, il a été reconverti dans l'armée républicaine. Et donc, il n'y a jamais eu une parfaite entente entre les deux partis. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que les autres doivent être contents de voir qu'il n'est plus là. Et donc, il y aura une guerre entre Nshimirimana et puis ses détracteurs ou bien ceux qui lui ont voulu du mal. Et donc la guerre qu'il y aura, moi je ne vois pas ça en termes d'opposition, pouvoir politique et opposants, mais je vois plutôt une guerre intra-CNDD. Alors Joël Yetonji, je ne sais pas si c'est votre avis, mais certains observateurs pensent que cet assassinat risque de durcir les positions, notamment les affrontements. Nkurunziza pourrait profiter justement pour renforcer son dispositif de répression vis-à-vis de l'opposition.
Ça, c'était ça, parce que Pierre Nkurunziza n'acceptera pas qu'on lui fasse porter ce chapeau. Il ne se retrouvera pas dans ce qui s'est passé. Et dans ce qui s'est passé, si c'est pour retrouver une certaine virginité, c'est échoué. Parce qu'il n'y aura pas de virginité à retrouver dans ce qui s'est passé là. Et les crimes que le général Adolphe a eu à commettre, ça a été avec la caution de Pierre Nkurunziza. Ça, c'est connu de tout le monde. Mais dans ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une fausse note qui peut rattraper Pierre Nkurunziza. Que ce soit, il y a un certain nombre de faits que nous avons observés tout à l'heure qui donnent à croire que c'est bien ces frais d'armes, c'est bien le pouvoir, c'est bien le CNDD-FDD qui se cache derrière ce qui s'est passé là. Et que ces faits regroupés, je dis, n'arrangent non plus le pouvoir. Parce que la grande interrogation qu'on va se poser au sein de cette coalition, au sein de ces fidèles proches de Pierre Nkurunziza, c'est d'abord à qui désormais le tour. Parce que le général n'a pas manqué de soutien. Il n'a pas manqué de soutien. Et si on arrive à l'abattre si facilement, ça donnera à s'inquiéter. Chacun restera sur son qui-vive. Et là, c'est un indice très mauvais pour Pierre Nkurunziza. Alors, Pierre Nkurunziza ira certainement dans la logique que vous avez évoquée là, à savoir chercher le bouc émissaire du côté des opposants. Mais en le faisant, il risque de radicaliser cette opposition. Cette opposition qui n'a certainement pas encore les moyens dont il a besoin pour pouvoir renverser ce pouvoir. Et cette opposition, ne l'oublions pas, a donné et annoncé les couleurs avant ce meurtre-là qui fait comme une coïncidence très malheureuse pour cette opposition. Cette opposition qui s'est retrouvée à Addis Abeba a pu ensemble, à l'unisson, sortir un regroupement qui parlera d'une seule et même voix. Mais ils ont été clairs, ils ont dit qu'ils sont pour le dialogue. Je trouve que c'est une aubaine ce qui s'est passé là, pour Pierre Nkurunziza d'aller au dialogue. Mais si ça s'avérait que c'est Pierre Nkurunziza, les frères d'armes du général qui se trouvent derrière ce meurtre, je ne les vois pas aller à la table de négociation, mais plutôt dire que c'est l'opposition qui a fait ça et l'opposition qui a fait ce sale besogne. On ne peut pas discuter avec lui. Mais si on ne peut pas discuter avec lui, les autres ont apporté la réponse. Si Pierre Nkurunziza veut aller aux armes, nous irons aux armes. S'il veut aux armes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le boubier au Burundi. Alors, que se passera-t-il au niveau de cette partie de l'Afrique? Alors, dans ces conditions, justement, vous avez parlé tout à l'heure de ce Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi. C'est le mouvement qui a été mis en place par les opposants burundais. Ça s'appelle Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi. Est-ce que vous pensez justement que ce Conseil national a réellement une chance de régler vraiment la crise burundaise quand on sait que le chef de file de ce Conseil national aujourd'hui vit à l'extérieur? Non, ce n'est pas au Conseil d'avoir une chance, c'est plutôt à ceux en charge de... Aujourd'hui, c'est le regroupement de l'opposition, parce qu'ils ont exclu Agathon Rwasa, qui était l'ancien chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, il y a un autre chef de file, tel qu'ils ont parlé, mais ce chef de file vit à l'extérieur. Oui, ça ne pose aucun problème. Les chances, c'est, il ne faut pas l'oublier, que la rencontre qui devait... essayer de dénouer la crise au Burundi, conduite désormais par l'Ouganda, a été reporté sine die. Je pense que c'est l'occasion ou jamais de convoquer encore les deux parties autour d'une même table. Et ça peut se faire à l'interne comme à l'externe. Aujourd'hui, il est à l'extérieur. Ils vont poser leurs conditions. Il y a deux parties en conflit. Celui qui va jouer à l'arbitrage sera obligé d'écouter les uns les autres, les propositions des uns des autres, trouver le juste milieu et ce qui pourra arranger tout le monde. Si l'opposition, le chef de file aujourd'hui de l'opposition, pense qu'il n'est pas en sécurité, en venant discuter de cette crise au Burundi, il proposera peut-être un terrain neutre, et le terrain neutre aujourd'hui est tout trouvé. C'est Addis Abeba. Oui, et Pierre Nkurunziza, il n'a jamais participé. Les dernières négociations, il n'y a pas participé. Il s'est fait représenter. Exiger sa présence parce que on est sûr on coupera aujourd'hui la poire en deux. On coupera la poire en deux. Pierre Nkurunziza trouvera que c'est un piège et ne tombera pas là-dedans. Donc on amènera l'opposition à savoir garder raison. Si Pierre Nkurunziza peut se faire représenter par son chargé en communication, par exemple, ben, on va pouvoir accepter cela. Si c'est vrai que cette opposition veut aller aux négociations. Et je trouve cette opposition quand même flexible. C'est une fois encore, pour ma part, à Pierre Nkurunziza de savoir saisir la balle au bon. Sinon, il risque de ne pas finir son mandat. Ce que donnera l'avenir. Alors, Bellarminus Kakovi, justement, cette opposition, ce regroupement est aujourd'hui qualifié par le directeur de la communication de Nkurunziza qui dit que ce sont des opportunistes qui se sont mis ensemble aujourd'hui et qui veulent revenir au pays une fois que les carottes sont cuites pour avoir des postes. Est-ce que tel que présenté par le camp Nkurunziza, est-ce que vous pensez que cette opposition regroupée aujourd'hui a une chance
de faire fléchir Nkurunziza? Non, je pense que ce que dit le conseiller à la communication du président de la République, là, n'est que de la com. Il fait de la com, il fait de la communication politique, notamment de la communication de crise. Donc, on peut comprendre, c'est ce qu'on appelle les derniers soubresauts d'un faux agonisant. Donc, voilà, on le laisse responsable de ses propos. Moi, je pense que c'est déjà très intéressant que les opposants burundais essayent de se mettre ensemble. Parce que, de façon disparate, ils ne vont jamais réussir à faire partie Nkurunziza du pouvoir. Parce que chacun ira de ses revendications. Et qu'est-ce qui va se passer? Nkurunziza, un bon stratège, n'oublions pas, un très bon stratège, va essayer de les déboucher one by one. Et il a très bien commencé avec Agathon Rwasa. Voilà, il a très bien commencé. Et c'est justement là où je voudrais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que Joël Yetonji disait, que c'est un mauvais coup pour Nkurunziza. Moi, je ne pense pas vraiment que ce soit totalement un mauvais coup pour le président. Je vais vous expliquer pourquoi. En partie, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez quoi? Aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, la soi-disant communauté internationale, au niveau des opposants même, que ce soit des opposants au pays et des opposants en exil, il y a un responsable qu'on désigne dans toutes ces histoires. C'est le général Adolphe qu'on vient d'assassiner. Et donc, aujourd'hui, même pour eux, c'est un motif de satisfaction, même s'ils ne le disent pas clairement. C'est quand même une sorte de motif de satisfaction. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir de façon ironique, le président ou alors ses conseillers vont dire, voilà, votre bourreau n'est plus là, venez à la table de négociation, on va discuter. Ça va les apaiser d'une manière ou d'une autre. Ils iront à la table de négociation. Moi, je pense qu'ils vont négocier. Et je l'ai déjà dit dans une émission précédente sur ce même plateau, ce qu'ils vont finir par faire, c'est de décider de la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Donc vous pensez aussi, comme vous pensez aussi comme le conseiller à la communication, qu'ils reviendront pour prendre des postes et que, bon... Certains reviendront, je ne peux pas dire que... Le coût électoral de Nkurunziza sera consommé. Mais je pense soit, il y a deux alternatives. Soit, ils s'ament, les opposants, et donc, comme le Burundi nous a toujours habitués, ils vont alors déclencher une nouvelle guerre civile dans le pays. Ou alors, ils vont à la table de négociation sous l'égide de l'Ouganda, certainement, et ils discutent. Et la résolution principale sera, on fait un gouvernement d'union nationale. Certains vont accepter, je vous assure, certains vont accepter. De toutes les manières, Agathon Rwasa, aujourd'hui, il joue un rôle stratégique. Il a fragilisé cette opposition-là, qu'on le veuille ou non, parce que c'était quand même la tête de file de cette opposition. Et il est quand même parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, ces hommes politiques burundais vivent dans une sorte d'incurie, ils pensent plutôt à leurs intérêts personnels. Et donc, à un moment donné, il va servir de pont entre Nkurunziza et certains opposants qu'ils vont essayer de débaucher one by one. Joël Yetonji, vous voyez ce rôle-là pour Agathon Rwasa dans les jours à venir, dans la crise burundaise? Bon, ce n'est pas Agathon Rwasa à l'état actuel de jouer à l'arbitrage, à l'intermédiaire, pas de médiateur. Vous savez, le communiqué de ceux-là qui sont réunis, non, le communiqué était clair. Le communiqué était clair. Pierre Nkurunziza va essayer des manœuvres, ça c'est clair. Il parviendra peut-être à débaucher quelques indécis. Mais la démarche des opposants a été très claire et sans confusion possible. Leur objectif, ils connaissent. Il est question de négocier. Et surtout de cette table, on va devoir couper la poire en deux. Leur intermédiaire ne saurait être Agathon Rwasa et l'homme batelé. Agathon Rwasa, il l'assimile aujourd'hui à quelqu'un qui accompagne Pierre Nkurunziza dans sa logique, donc il ne saurait être le porte-voix. Mais Pierre Nkurunziza, lui, va continuer par essayer pour voir s'il peut en débaucher quelques-uns. Oui, mais je reviens sur... Est-ce qu'on peut avoir une paix au Burundi sans Agathon Rwasa? Aujourd'hui, c'est le seul à avoir accepté affronter Nkurunziza jusqu'au bout. Vous avez suivi les autres, on l'a traité de traite. La solution, ce n'est pas lui. La solution, c'est plutôt Pierre Nkurunziza. Et comme il le disait tout à l'heure, mais je reste dans ma logique. Tout c'est Pierre Nkurunziza. Si c'est pour se donner bonne conscience qu'on abat le général Adolphe, on s'est trompé, c'est un faux pas. Le reste, c'est à savoir comment jouer là-dessus. Et jouer là-dessus, c'est pouvoir faire en sorte que les gens aient confiance que celui qu'on a à la tête du pays est en train de gérer les choses autrement. Mais si malheureusement Pierre Nkurunziza en arrive encore à toucher à d'autres, ça va davantage fragiliser. Et fragiliser, c'est amener plutôt cette opposition à se radicaliser. Et l'opposition aujourd'hui, ce n'est pas que les hommes politiques. L'opposition aujourd'hui, c'est aussi la société civile. L'opposition aujourd'hui, c'est aussi les hommes armés. Et cette armée
qu'on observe de très loin comme unie derrière Pierre Nkurunziza ne l'est pas en fait. Les gens, parce qu'on n'a pas aujourd'hui la solution idéale, on essaie de faire profil bas, de faire comme si on est en train de suivre le mouvement. Donc, une fois encore, c'est à Pierre Nkurunziza de trouver la stratégie qui rassure les uns les autres. Et la formule, ce n'est certainement pas en essayant de décapiter quelques-uns. Il n'y arrivera pas. Je ne trouve pas que comme ça, on trouvera la solution. Il est question... Non, c'est une explication expiatoire. Non, ce n'est pas expiatoire. On ne peut pas accuser Nkurunziza de facto d'avoir tué... je ne l'ai pas fait. J'ai encore la parole. Permettez-moi de finir et je vous laisse la parole. Je continue de le dire. Attention. Attention. Je n'ai jamais dit que Pierre Nkurunziza... J'ai cru comprendre. Vous avez cru comprendre. Je vous remercie. Croire comprendre est différent de ce que j'ai dit. Je vous répète ce que j'ai dit. Je dis, dans ce qui se fait, c'est un mauvais jeu. Si Pierre Nkurunziza, et en introduction je l'ai dit, si Pierre Nkurunziza est derrière ce qui se fait, ça se jouera contre lui. Parce qu'il se trouve que le général Adolphe se trouve être une tête pensante qui n'est pas seule, jusqu'à preuve de contraire. Il a d'autres derrière lui. Si on l'abat pour faire porter la casquette à l'opposition, eh bien, ceux-là qui l'ont accompagné vont craindre pour leur vie. S'ils craignent pour leur vie, ils vont rejoindre l'autre rivière, qui se trouve être la rivière des opposants. Les opposants d'aujourd'hui, qui ne se trouvent plus être que des hommes politiques. C'est la société civile, c'est des hommes armés qui savent manipuler l'âme, qui peuvent toujours faire très mal. L'opposition radicalisée, ce n'est pas forcément la stabilité pour le pays. La réponse se trouve aujourd'hui être Pierre Nkurunziza. Et pour le faire, on n'a qu'une seule issue, c'est le dialogue, c'est la négociation. Et je trouve heureux aujourd'hui une opposition très unie comme ils l'ont annoncé. À Addis Abeba, ils se sont retrouvés. Ils ont fait une déclaration officielle. Nous sommes pour la négociation. Nous voulons bien que Pierre Nkurunziza puisse nous écouter. S'il nous écoute, c'est heureux. On va essayer de voir comment bâtir notre pays. Mais s'il ne nous écoute pas, ils l'ont ajouté, et qu'il s'en tient aux armes, qu'il sait bien manipuler, eh bien, nous serons obligés de lui montrer que nous savons aussi manipuler. Donc, nulle part. Actuellement, il y a les négociations. C'est ce que je dis, mais ne dites pas que j'ai fait porter de casquette à Pierre Nkurunziza. Et je dis, non, c'est pas semblé. Ce qui semble n'est pas ce qui est. Ah non. Ce qui semble, non. Vous avez été distrait à un moment donné, je regrette. Vous avez été distrait à un moment donné, non pas le professeur. Je n'aime pas surtout qu'on transvestit ce que je dis. J'ai été clair, mon introduction est claire. Si c'est qu'on peut jouer la bande en introduction, j'ai commencé à dire si. Merci. Et dans ceci, tout peut arriver. Et je dis, et je l'ai répété maintes fois à chaque fois que je suis sur ce plateau, que la solution, c'est Pierre Nkurunziza. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il a les cartes en main et c'est à lui de pouvoir définir l'orientation qu'il veut donner à ce pays qui nous est tous chers. Joël Yetondi, vous voulez réagir très rapidement. Monsieur le professeur Bellarminus, il faut rappeler que vous êtes aussi enseignant en communication politique. En effet, je suis enseignant à l'université. Non, je trouve dans son élan, Joël, parfois un peu trop affirmatif parce que jusque-là, et vous l'avez su bien dit, on n'a pas encore, personne n'a encore revendiqué ce qui s'est passé. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, ce n'est que des analyses. Voilà. Et moi, je voudrais me permettre quand même une sorte de conspiration comme ça, de politique fiction. Qu'est-ce qui nous dit que c'est justement effectivement à Kamenge que le général Adolphe a été tué? Oui, mais on a montré quand même la voiture criblée de balles dans le quartier. Le reporter de RFI était sur les lieux, il a voulu prendre les photos. Ça peut être de la mise en scène, puisque justement, lui, on lui reproche... Est-ce que ça ne va pas être difficile de faire une telle mise en scène avec des roquettes et des armes automatiques? Vous savez d'où revenait le général Adolphe? Il revenait d'où, dites-moi? Du palais présidentiel, où il y a une réunion entre généraux autour de Pierre Nkurunziza. Donc, qu'est-ce qui a été dit à cette réunion? Quelle a été la position du général? Moi, j'aimerais bien avoir ces éléments pour pouvoir définir qui est-ce que... la réunion, il a eu à passer la nuit. Il a eu à passer la nuit avant de prendre la route. Donc, tout est possible. Et si, c'est comme vous le dites, c'est le cas, mais qu'est-ce qu'on a bien voulu cacher en empêchant le journaliste de faire son travail? C'est une grande interrogation. Et je continue de dire, je n'aime pas qu'on me fasse dire ce que je n'ai pas dit. Merci. Et jamais je n'ai été affirmatif. Merci Joël Yetondi, merci Bellarminus, Kakovi, madame, monsieur. Ce sera tout pour notre premier débat du jour. Cette émission se poursuit. Voici un nouveau point de l'actualité. C'est le flash de l'information.
Au Nigeria, l'armée a annoncé la libération ce dimanche de 178 otages, dont 101 enfants, et la capture d'un commandant de Boko Haram au cours d'une opération militaire. Plus tôt cette semaine, l'armée nigériane avait déjà annoncé la libération de 30 otages près de Dikwa, puis 59 autres près de Kondunga, non loin de Maïdougouri dans le nord. Au Burundi, le bras droit du président Nkurunziza et patron de la sécurité intérieure, le général Adolphe Nshimirimana, a été tué ce dimanche à Bujumbura dans une attaque à la roquette. Selon la police qui a fait état de cette arrestation, son véhicule a été touché par 2 roquettes puis arrosé à l'arme automatique. En Afrique du Sud, le procès de Julius Malema a repris ce lundi à Polokwane après plusieurs reports depuis 2013. Pour ce procès qui doit durer 6 semaines, environ 55 chefs d'accusation pèsent sur le jeune leader du parti de gauche radical et ses 2 co-accusés. Le trio doit notamment répondre de corruption, racket et blanchiment d'argent. La suite de ce débat à présent en Centrafrique, l'opération menée ce dimanche par les forces de la mission des Nations Unies dans le pays contre un ancien chef de l'ex-rébellion Séléka ce dimanche à Bangui s'est soldé par la mort d'un casque bleu et 8 blessés. Cet incident qui se produit à 3 mois des élections repose la question de l'insécurité dans ce pays dévoré depuis quelques années par des rivalités entre milices armées. Mort d'un casque bleu et échange de tirs en Centrafrique, un incident qui interpelle à la veille des élections d'octobre 2015. C'est le thème que porte le deuxième débat que je lance après ce générique. Le débat se poursuit avec Bellarminus Kakovi, qui est docteur en communication politique, et Joël Yetonji de la rédaction de Sika. Joël Yetonji, une opération d'arrestation d'un ancien chef de milice armé qui tourne au drame avec la mort plutôt d'un casque bleu dans le pays en Centrafrique. À votre avis, est-ce que le pays est prêt à abriter ou à organiser les élections en octobre prochain? Je constate que le pays se bat pour pouvoir aller aux élections. Est-ce qu'il sera prêt? Je pense que les prochains jours nous permettront de pouvoir vraiment apprécier. Avec un incident pareil, est-ce que ce n'est pas suffisant quand même pour comprendre qu'il y a toujours des armes qui circulent dans la capitale? C'est quand même à Bangui. Et les forces des Nations Unies, ce ne sont pas des forces faiblement armées et qui vont pour arrêter un chef de milice et qui essuie un revers pareil. Est-ce qu'on peut dire que ce pays est sécurisé? Ça, c'est une autre question. Et on savait depuis que Centrafrique n'est pas sécurisée, Bangui ne l'est non plus. Au lendemain des négociations, c'est pas des retentissements d'armes que certains ont accueillis les pourparlers. Ça veut tout dire que les armes sont encore en circulation. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant pour conclure déjà que la Centrafrique n'est pas prête à aller aux élections. C'est deux choses différentes. Ils iront voter avec des armes comme bulletin de vote? Non, c'est deux choses différentes. C'est une transition. La plaie est trop béante. Et pour sa cicatrisation, il faudra attendre beaucoup de temps. Peut-être on aura-t-on besoin de repousser un peu les élections, mais il va falloir aller aux élections. Mais pour ce qui s'est passé, et je pense que c'est un incident quand même suffisamment grave qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas taire non plus. Constatez d'abord un petit détail, mais que je trouve capital. Vous voyez, un peu partout, on relève qu'il y a eu un casque bleu de tuer. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et c'est cela aussi notre responsabilité, malheureusement. Au-delà de ce casque bleu, il y a eu 2 civils morts. Et on n'en parle pratiquement pas. C'est le casque bleu qui a attiré l'attention de tous. C'est un petit détail, mais très important que je voudrais souligner au passage. C'est un petit détail, mais très important. je veux dire, par rapport à l'incident qui s'est passé, c'est personnellement me demander c'est quoi l'opportunité de cette opération-là. Est-ce que c'est maintenant, à quelques mois de ces élections, qu'il faut aller attraper ce monsieur lourdement armé sur un terrain qu'on connaît très bien? Il se trouve qu'ils étaient accompagnés aussi par quelques soldats centrafricains qui connaissent bien le terrain et qui savent que les armes sont encore en circulation et qui savent aussi que arrêter ce chef peut laisser croire qu'une fois encore, les ténors des Séléka ne sont pas en sécurité, que ce qu'on a semblé négocier n'est qu'une négociation de façade, que cela appelé à sécuriser tous les Centrafricains, qu'ils soient anti-Balaka ou Séléka, ne sont pas forcément portés de la même façon, qu'on est là pour accompagner certains et pour martyriser d'autres. Donc ça peut être encore une porte ouverte à d'autres dérives. Donc une fois encore, c'est quoi la priorité de cette opération? Je pense qu'on aurait pu faire autrement. Il faut l'arrêter, il y a des raisons suffisantes pour l'arrêter, on comprend. Mais est-ce qu'il faut l'arrêter maintenant? L'arrêter avec les armes, de cette façon-là. C'est là la grosse interrogation. Des interrogations. Bellarminus Kakovi, une opération qui se solde par un échec. Il y a eu des morts.
alors qu'on est à 3 mois des élections. Est-ce que ce pays peut vraiment organiser les élections dans Écoutez, je vais être catégorique, je pense que non. Je pense que non, parce que là, on veut recommettre la même erreur qu'on a commise en Côte d'Ivoire. Et on va aboutir encore, si on y prend garde, à une crise post-électorale. Parce qu'on ne peut pas organiser des élections dans un pays quasiment en partition. Le pouvoir de transition qui est là actuellement n'a pas étendu son autorité au nord du pays, qui historiquement échappe toujours au pouvoir central. Et donc, il y a un problème. Et comment est-ce qu'on veut organiser des élections dans un tel contexte? Je ne veux pas accuser la France ou les Nations Unies, parce que je comprends qu'au moment où les Français ont décidé d'aller sous l'égide, bien sûr, d'une résolution onusienne, d'aller en Centrafrique. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, il était formel, nous y allons pour 6 mois. Et ça fait banalement 1 an qu'ils sont là et ils ne sont pas repartis. Eux aussi, ils ont les élections chez eux. Certainement, ils vont devoir rendre compte aux citoyens français parce que c'est quand même des âmes qui laguent et ces âmes-là, ça provient d'où? Oui, mais tant que la situation n'est pas sécurisée, est-ce qu'ils peuvent... C'est là le problème. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas demander aux Nations Unies de solliciter d'autres puissances afin qu'il y ait une diversité de pays pour pouvoir continuer à assurer la sécurité? Aujourd'hui, c'est un mélange de forces armées, justement, qui composent cette unité de la MINUSCA. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est seulement la France? Oui, mais c'est quand même la France, à travers l'opération Sangaris, qui tire tout ce beau monde. Et vous avez vu que ce soit l'Allemagne, la Grande-Bretagne, tous ces pays ont refusé d'envoyer des hommes. Il y a des soutiens logistiques, mais ils n'envoient pas des hommes. Et moi, je pense qu'on ne peut pas aller aux élections dans ce contexte-là, parce que, rappelons-nous, la crise actuelle de la République centrafricaine est née d'où? Elle est née de la contestation des élections de 2011. Et donc, on est en train d'aller vers un bis repetita. Il faut impérativement repousser les élections, essayer de désarmer les différentes milices. Et justement, je comprends un peu l'inquiétude de Joël Yetondi, mais je pense que cette opération était opportune. Il fallait faire cette opération. Maintenant, comment est-ce qu'elle a été pensée? C'est plutôt là la grosse problématique. Je pense que... Vous pensez qu'on aurait pu la mener comment? Parce que... je ne suis pas spécialiste des questions militaires, mais je pense un chef de milice qui est lourdement armé, qui est dans son quartier, dans son fief. Vous pensez qu'on peut aller le chercher ou bien lui tendre la main pour dire bon, viens, on te met, on t'amène en prison? Ceux qui sont actuellement en République centrafricaine ne sont pas des novices en question militaire. Donc ils ont des stratégies, ils ont appris ça, ils auraient pu mieux mûrir leur descente. Cette opération, l'échec justement de cette opération m'amène à m'interroger sur la volonté réelle de régler le problème en Centrafrique. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique des pays qui aident aujourd'hui la Centrafrique à régler cette crise centrafricaine? Ok, d'abord, moi je pense que le problème de la Centrafrique, c'est d'abord les hommes politiques centrafricains. Moi, je ne veux pas aller chercher les responsables. Ce n'est que les hommes politiques centrafricains, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la richesse du sous-sol centrafricain. Tout à fait. Si vous décidez de donner vos richesses aux gens, voilà, les gens viendront vous dicter leur propre loi chez vous. Et donc, ce qui se passe, c'est de leur faute. Et aujourd'hui, il y a un qui s'est enfui, qui vit dans un autre pays, l'autre aussi dans un autre pays. Ils vivent en paix, mais ils laissent un pays complètement divisé. Et c'est là le problème. Et je pense que c'est vrai qu'on peut dire que oui, il y a le diamant, il y a aussi d'autres richesses de la République centrafricaine qui font que certaines puissances occidentales n'ont pas envie de stabiliser la situation. Mais ça, je pense que ce serait des accusations dont on n'aurait pas forcément les preuves. Et donc, moi, je pense que tous les acteurs politiques centrafricains aujourd'hui doivent se reprendre plus au sérieux. Ceux qui ont fui le pays doivent retourner dans le pays. Et ensemble, ils vont s'asseoir pour définir un vrai calendrier d'organisation des élections. Mais avant, il faut qu'il... Il y a eu une tentative, il y a eu un forum qui a été fait sans justement François Bozizé. Exactement, et Dioto Dia. On ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire sans les deux là, parce que l'Alliance Séléka, c'est qui? C'est d'abord Dioto Dia. Et quand on parle d'anti-Balaka, c'est qui? C'est d'abord, ce que les gens ne disent pas suffisamment, c'est d'abord Bozizé qui a créé les anti-Balaka. Et puis après, bon, il a créé de façon ponctuelle pour servir une stratégie à un moment donné. Après, les gens ont ressuscité les anti-Balaka. Et donc, aujourd'hui, je pense que les vrais responsables de cette crise-là, c'est les deux, Dioto Dia et Patassé. Et donc, les deux, il faut les ramener. Dioto Dia et Bozizé. Pardon. Dioto Dia et Bozizé. Et donc, les deux, là, il faudrait les ramener à la réalité dans le pays, qu'ils s'asseyent dans le pays et qu'ils définissent ensemble un plan de sortie de crise. Et ce plan devrait passer
impérativement par le désarmement des milices, parce qu'on ne peut pas organiser des élections dans un pays où les milices sont encore fortement Joël Yeton dit, est-ce que vous croyez vraiment en une volonté de la communauté internationale, de la sous-région, même quand on prend les pays autour de la Centrafrique? On a le Congo qui s'est investi à ramener la paix dans ce pays. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il y a une volonté à régler cette crise centrafricaine? Parlant de volonté, on peut prendre ça avec beaucoup de pincettes, ça c'est clair, et ce n'est que le secret de Polichinelle. Mais malheureusement, la vérité, elle est là, elle est que les Centrafricains eux-mêmes ne sont visiblement pas prêts à bâtir ce pays-là. Et pour des intérêts égoïstes et personnels, on se bat chacun dans son coin, mais pas pour la nation. On se bat pour pouvoir amasser le maximum. Donc ce qui divise aujourd'hui les Centrafricains, c'est la question du repositionnement. Se repositionner pour mieux tirer profit du pays. Et bien, on ne peut pas bâtir une nation de cette façon-là. Il s'agit des deux camps dont nous sommes en train de parler. Mais ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, mais depuis l'extérieur, ils sont présents. Depuis l'extérieur, ils dictent les lois. Depuis l'extérieur, ils donnent les directives. Ils ont des fidèles à l'interne. Oui, mais l'actuelle présidente a tous les moyens pour faire régner l'ordre. Quels moyens? Vous l'avez constaté. La dernière fois, quand on s'est assis, on a décidé au nom de la Centrafrique, donner les orientations avec, ce sont les Centrafricains qui le disent, qui ils veulent. De l'extérieur, les gens ont applaudi. Mais les autres ont répondu par les armes. N'oublions pas, nous sommes toujours là. Le forum lui-même était un peu bancal à la base, parce que faire un forum sans jeter voilà. Et les Centrafricains... Il n'y a pas une partition de la transition vous voyez, les Centrafricains qui jouent comme si elle n'a pas vraiment envie de régler le problème. Parce que non, ils ont envie de régler le problème, mais pas en étant juste avec eux-mêmes. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez régler un problème en écartant ceux qui sont au cœur du problème. Ce n'est pas possible, vous n'allez pas régler le problème. Et ils le savent. Mais ils pensent qu'en le faisant, ils pourront forcer la main et s'en sortir. Malheureusement, ils ne pourront pas s'en sortir. Mais de l'autre côté, il se trouve que ceux qui accompagnent la Centrafrique, il faut les comprendre aussi, même s'ils arrivent à tirer quelques profits de cette situation-là. Mais il faut comprendre, on ne va pas continuer éternellement par porter la Centrafrique. Constater qu'il y a trop de foyers de tension de part et d'autre sur le continent et dans le monde. Et ceux-là, ils ont d'autres problèmes à régler. Si les Centrafricains eux-mêmes ne sont pas prêts à régler leurs problèmes, ça va continuer comme ça. Donc, on n'a pas mal fait en disant, écoutez-vous, allez aux élections. Mais c'est aux Centrafricains de comprendre et de dire, nous ne sommes pas prêts. Mais constatez aussi que dans cette Centrafrique même, il se trouve des Centrafricains qui demandent à la transition de déguerpir, de vider le plancher. Mais quel pays on veut construire dans ces conditions? Et si la transition ne sait pas de faire pièce bain, et pour pouvoir s'en sortir à bon compte, il est question aussi d'une vie à préserver, ça peut aussi leur retomber dessus. Donc ça reste plutôt une question casse-tête, la situation de la Centrafrique. Merci, chers invités. Merci, Joël Yetonji. Merci, Belarminus Kakovi. Madame, monsieur, ce sera tout pour le débat de ce jour qui nous a d'abord emmené au Burundi avec l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana, le numéro 2 du pouvoir. Ensuite, nous étions en Centrafrique pour évoquer la question de l'insécurité à 3 mois de l'élection présidentielle dans ce pays. Merci de nous avoir suivis. Nous poursuivons avec ce magazine. Voici les informations économiques du jour en Afrique et sur le continent africain et dans le monde entier. Voilà, c'est le journal de l'économie. C'est un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de votre journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. Au sommaire de cette édition, la hausse de l'inflation des coûts de production au Ghana, elle a grimpé de 23,1%. Également dans cette édition, les grandes orientations du plan stratégique de la BOAD, il couvre la période allant de 2015 à 2019. Enfin, nous irons au Gabon où la Caisse nationale de sécurité sociale a enregistré un excédent de 9 milliards de francs CFA sur son compte de l'exercice 2014. Et nous démarrons cette édition par un tour d'horizon de l'actualité économique sur le continent africain. C'est une sélection signée Génial Afoda.
Au Ghana, l'inflation annuelle des coûts de production a connu un rebond important au mois de juin, en se hissant à 23,1% contre une base révisée de 18,3% au mois de mai. Une situation due à la baisse continuelle du cedi face au dollar américain et à la hausse des prix du ciment. L'inflation galopante que connaît ce pays n'est pas son seul défi économique. En effet, ses revenus d'exportation d'or et de pétrole sont en baisse du fait de la chute des cours de ces deux matières premières sur le marché international. 1,66 milliard de dollars, c'est le montant mobilisé par l'administration zimbabwéenne en charge de la collecte des recettes fiscales pour le compte du premier semestre 2015. Ce montant s'inscrit à moins 6% comparé aux prévisions qui les estimaient en début d'année à 1,72 milliard de dollars. Précisons que l'année 2015 risque d'être difficile pour le Zimbabwe puisqu'il doit faire face à un recul net des prix des ressources minières et des matières premières agricoles. Au Kenya, l'inflation des prix sur les loyers immobiliers a progressé de 0,2% au cours du deuxième trimestre de l'année 2015 contre 2,72% durant le premier trimestre. Cette stabilité sur les prix de loyer serait due à un rééquilibrage entre l'offre et la demande dans le secteur immobilier. Rappelons que l'augmentation des prix des loyers s'explique par l'instabilité macroéconomique naissante, la hausse de l'inflation et la hausse des taux de change. HSBC a connu une légère baisse de son bénéfice net au premier semestre sous le poids notamment de la hausse des coûts d'exploitation et ce malgré de bonnes performances sur les marchés. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, la banque a dégagé un bénéfice net de 9,618 milliards de dollars, en recul de 1,31% sur un an. Le bénéfice net est ressorti en baisse de 3,8% au deuxième trimestre à 4,359 milliards de dollars. Direction maintenant le Togo où siège la Banque africaine ouest-africaine de développement. L'institution dispose depuis peu de son deuxième plan stratégique qui couvre la période allant de 2015 à 2019. Un plan que le président de la BOAD et le directeur du département de la stratégie des études et de la coopération nous présentent brièvement ici au micro de notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé. En réalité, le plan stratégique, c'est un outil qui permet à la BOAD de fixer de façon collective et consensuelle un cap en se déterminant donc par rapport au but à atteindre. Et dans le cas précis, il s'agit donc d'une feuille de route pour la conduite des activités de la banque sur une certaine période. Mais à la BOAD, la pratique, elle est de 5 ans. Et d'ailleurs, nous en sommes seulement à notre deuxième plan stratégique quinquennal. Sans pour autant aller dans le détail, on peut signaler quelques aspects notables du plan stratégique en cours. Il y a à dire que, en raison de besoins non encore couverts en termes de ressources concessionnelles, nous avons exceptionnellement pris la décision de suspendre provisoirement les financements au guichet concessionnel de la banque. Deuxième aspect notable du plan stratégique en cours, c'est la proposition d'allouer 50% des financements de la banque à des projets régionaux, donc contribuer davantage à l'intégration. Il y a un intérêt particulier que nous avons décidé de porter à la promotion du partenariat public-privé. Voilà. Et puis aussi, la recherche d'un accroissement de l'effet de levier des financements de la banque, c'est-à-dire que quand la BOAD amène 100 francs dans un projet, nous visons à mobiliser davantage d'autres ressources pour que ces ressources s'ajoutent aux 100 francs de la BOAD et permettent de financer beaucoup plus d'opérations sur le terrain. Nous avons, en termes de diligence, pratiquement déjà sélectionné les banques d'affaires qui doivent nous accompagner.
Rendons-nous maintenant au Gabon. La Caisse nationale de sécurité sociale a clos ses comptes de l'exercice 2014 sur un résultat excédentaire de plus de 9 milliards de francs CFA, ce qui constitue un réel motif de satisfaction pour les administrateurs de l'institution. La mère des institutions en charge de la sécurité sociale au Gabon affiche depuis quelques années une bonne santé financière du fait d'un certain nombre de réformes initiées par la direction générale pour éviter le chaos que prophétisait à juste titre l'étude actuarielle de 2013 initiée par l'équipe de Désiré Lasségué. Ce rapport prévoyait le crash de l'institution cinquantenaire dès 2028 avec un résultat négatif global consolidé de l'ensemble des 3 branches gérées par la CNSS. Et si rien n'était fait en 2036, les réserves de la caisse seraient épuisées. Le programme CNSS New Age, lancé en 2013 et axé autour du triptyque justice et politique sociale, refonte du système d'information et gouvernance de la CNSS, est venu corriger le tir et sauver la vie des quelques 175 000 affiliés. Normalement, si nous nous référons aux dispositions de la loi, on ne devrait pas verser de pension depuis 2006. Il faut absolument et rapidement, à échéance, mettre en place un nouveau système qui nous permet de diversifier nos sources de revenus pour ne pas nous casser la gueule. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous visitons ce site aujourd'hui, parce que nous devons ouvrir d'autres pistes de recettes qui nous garantissent la pérennité de notre fonctionnement. Cette année, le bilan est donc plus que satisfaisant, soutient le président du conseil d'administration. Plus de 9 milliards de bénéfices nets et des réserves de trésorerie se chiffrant à plus de 38 milliards de francs CFA. Qu'a-t-on fait? Où en est-on? Où va-t-on? Pour répondre à ce questionnement, le conseil d'administration, au terme de ses assises de Bikélé au nord de Libreville, s'est rendu à Okolassi. Dans cette bourgade de la commune de Ntoum, située à 35 km de Libreville, s'étend le projet d'agglomération urbaine qu'entend mener la CNSS. La visite guidée de l'espace aménagé démarre par cette conférence pour expliquer les enjeux de ce projet, avant de visiter les 4 villas témoins et cette école en construction. Le projet prévoit à terme la construction de 1500 maisons ainsi que des équipements collectifs sur une superficie de 172 hectares. Les travailleurs du secteur privé mettent de l'argent chaque mois à la CNSS. Donc la CNSS est une banque, mais une banque sociale qui ne vous rétribue, qui ne vous remet votre argent que lorsque vous partez à la retraite. Donc nous nous sommes dit, donnons à tous ces travailleurs la possibilité d'acheter une maison en 10, 15, voire 20 ans. La fin de la première et le démarrage de la deuxième phase du projet sont prévus pour le premier semestre de l'année 2016.